Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est reparti, les vraies voix, Sud Radio. Alors, deux parcours et vous allez voir, deux entrepreneurs qui, au-delà de leur histoire vraiment formidable, vont nous permettre de réfléchir encore sur les questions qui sont les questions du moment. La question de la souveraineté, dite made in France, mais pas seulement, hein, du contrôle de l'ensemble de nos informations, pourquoi pas de l'ensemble de nos vies. Et puis, la question d'une consommation plus raisonnable. On va voir ça ensemble. Si tu es là, Jean-Marc, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, tout le monde avait beaucoup rigolé, d'ailleurs, je sais plus c'était il y a combien de temps, 5-6 ans, quand Jeff Bezos avait dit Amazon va livrer par drone. Absolument. Ton sujet, toi, c'est le drone de surveillance. Mais enfin, aujourd'hui, le problème de volume et le problème physique, c'est la distribution des colis sur le bitume. Ça ne passe plus. Donc à un moment, il va falloir s'élever au-dessus du bitume, hein, si on veut continuer à distribuer. Et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de distribuer. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre nous fait penser qu'on va distribuer encore et encore et encore plus. C'est inévitable. On y va de toute façon. Donc chez Azure Drone, ça fait 5 ans qu'on a démarré un projet qui est vraiment sur un segment de marché qui est le drone de vidéosurveillance. Donc c'est toute la conception. Tout est évidemment fait en France. Le concept, c'est ce qu'on appelle le drone in a box. C'est le drone dans une boîte. La station, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour accueillir le drone, le protéger, le recharger quand il se pose. Et tout est autonome. On est intégré sur un système de surveillance, ce qu'on appelle les Video Management Systems. Sur une intrusion ou une alarme dans un site industriel, le drone décolle immédiatement. En 30 secondes, il est sur zone tout seul. La carte finalement du site industriel est pré-paramétrée dans le drone. Il va directement sur le lieu de l'intrusion. Et là, l'opérateur, qui n'a besoin d'aucune formation de télépilote, c'est autonome aujourd'hui, a un joystick et contrôle une caméra 3 dimensions en fait. On regarde, zoom, attends, zoom. On fait le truc. Il y a une alerte à un moment sur la clôture. Le drone, lui, sait où est l'alerte. Absolument. C'est ça. Et le joystick, c'est juste quand il est arrivé sur zone. C'est ça. Pour qu'on puisse vraiment regarder toute la zone. L'opérateur appuie juste sur un bouton qui dit arrête le drone. Et il commence à jouer avec la caméra mobile. Ce n'est qu'une caméra déportée finalement. Ouais, tout à fait. Il joue, une fois qu'il a repéré si c'était un vrai intrus ou un chevreuil, il dit retour maison. Le drone rentre tout seul, se pose en automatique sur la station qu'on a vue. La station se referme, il se recharge, il est prêt à repartir. Bon, il peut se prendre une balle, ton drone? Il peut prendre plein de trucs. Alors évidemment là, on rentre dans la logique de drone, contre-mesure, anti-drone, anti-anti-drone. Donc il n'y a pas de j'ai déjà l'intrusion, j'en sais rien, moi, lance-pierre, le truc. Enfin, et puis forcément, tu vois un truc comme ça. Même t'es à Dunkerque, t'es un jeune gamin à Dunkerque, tu te dis tiens on va aller s'amuser avec les drones et on va aller essayer de les challenger. Alors, je vais te donner un ou deux exemples très précis et de cas clients. On travaille sur un cas client en Nouvelle-Calédonie où il a fallu discuter avec les populations locales pour effectivement leur dire ne shootez pas le drone, c'est un outil qui est bon pour tout le monde. Donc là c'est un exemple. Et c'est plug and play. C'est plug and play. Donc il branche la prise et c'est parti. Alors c'est un peu plus complexe dans ce sens où en fait on n'est pas un constructeur de drone. Alors bien évidemment ce qu'on voit là, mais comment ça, un drone? C'est tout un système en fait, parce que ce drone comme ça n'a aucun sens. C'est bien pour ça qu'on l'a pas fait faire en Chine ou ailleurs et que tout est depuis 5 ans construit en France. C'est d'abord que ce segment de marché n'existait pas, donc il a fallu concevoir une architecture. Mais au service de quoi cette architecture? On n'arrive pas sur un site en disant on le pose, il marche. Sur un site, il y a Securitas, il y a Fiducial, il y a un acteur de la sécurité qui est installé depuis 20 ans, qui a mis des caméras, qui a mis des grillages sensibles ou pas sensibles, des radars. Enfin, on met de plus en plus de technologies sur un site. Nous, on doit arriver à être capable de nous interconnecter sur le site. Yes. Donc on a développé des partenariats avec les 2 grands leaders mondiaux qui sont Genetec, Milestone, enfin qui font tous ces systèmes de vidéo. Et là effectivement, on arrive, parce qu'on a développé tous ces plugins, tous ces softwares, on arrive, on se branche et on rajoute un écran à l'opérateur. Tiens, c'est génial, Jean-Marc, j'y pensais pas, mais il se trouve qu'hier j'ai commencé à dire il va falloir s'intéresser très très près à ces 3 lettres, cet acronyme qui va être l'acronyme du moment, les API, la capacité qu'ont les systèmes à s'ouvrir à travers donc ces API et à dialoguer entre eux. Et ça, c'est le champ sur lequel tu travailles, c'est le champ qui est devant nous, c'est voilà. C'est la collaboration de la technologie avec la technologie. C'est ça. Et quand très rationnellement, on peut pas prétendre être le meilleur quand on est une PME française, le meilleur en intelligence artificielle, le meilleur en caméra, le meilleur en reconnaissance de plaques, en reconnaissance faciale. Enfin, il y a des milliards de dollars investis dans le monde entier. Ce qu'on a fait avec Skytech, avec notre produit, c'est qu'on est prêt à
intégrer ces briques. Donc on est un intégrateur de systèmes, au même titre que le Rafale est un intégrateur de systèmes aéronautiques, de systèmes software. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, une fois qu'on sera vraiment au top du segment aéronautique, ce qu'on vise, c'est l'aéronautique, c'est-à-dire la fiabilité d'un Airbus ou d'un Boeing. Une fois qu'on sait faire ça, et qu'on est arrivé à nos 99,99% de fiabilité des systèmes, on est capable d'intégrer X briques technologiques qu'on va aller chercher chez les meilleurs acteurs dans le monde, en disant vous êtes le meilleur sur la reconnaissance faciale, vous êtes plug and play avec le système Skytech. Et c'est en ce sens qu'on est vraiment un ensemblier et un maître d'œuvre en fait. Le premier combat d'Azure Drone a été 2 ans de travail et de développement pour être le premier drone qui a une autorisation réglementaire par une autorité de l'aviation civile, la DGAC en France. On est le seul et premier aujourd'hui en Europe à être agréé par les autorités. C'est des centaines, des milliers d'heures de vol, des tests, de la redondance. Tous les systèmes de notre drone sont triplexés. On est dans l'univers aéronautique. Triplexé. Triplexé. On peut perdre le premier système, le second se met en route, le second est perdu, il y en a un troisième qui est redondant. Et si les 3 tombent en rade, le drone a comme instruction de se poser tranquillement là où il est. Donc il n'y a même pas de crash. Il peut même... Mais si tes 4 hélices s'arrêtent, si tout lâche, il tombe. Il a un parachute. Donc on a choisi ce segment de l'aéronautique pour développer notre société. C'est d'ailleurs pour ça que notre directeur général a 20 ans du groupe Safran derrière lui. Enfin qu'on a vraiment une culture aéronautique parce qu'on s'est dit encore une fois, c'est pas en injectant 20, 50 millions ou 100 millions de dollars qu'on est capable de rivaliser avec des sociétés qui ont déjà investi des milliards de dollars sur des systèmes vraiment très pointus. Soyons très pointus, focus sur notre segment de marché. Comprenons l'architecture qui fait le monde de la vidéosurveillance. C'est simple, hein, 2 axes. Rehausser le niveau de sûreté des clients et le payback, la rentabilité pour les clients. Le payback, alors on va dire ah oui mais ça fait des rondes en moins machin, ça fait des gars en moins à se mettre en danger, c'est surtout ça oui, enfin c'est ça qu'il faut voir quoi. Voilà, c'est absolument parce qu'aujourd'hui pour sécuriser un site industriel, on envoie les gars dans l'inconnu. Mais bien sûr, voilà. Et puis jour et nuit. On est en 2 dimensions et on a toujours des zones blanches qu'on appelle les zones blanches où on voit pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qu'il y a de français, exactement de français, dans ces drones qu'on voit voler là? Tout est fait en France, et c'est ce que je te disais, même le châssis, parce qu'on a dû inventer une nouvelle application, un nouveau métier, donc on a designé la structure pour être capable d'être un intégrateur de système. Ce qui n'est pas français, c'est plus simple, c'est tout ce qui va être du volume et qui n'est pas critique dans le schéma. Par exemple, les moteurs. Des moteurs de drones aujourd'hui sont fabriqués par milliers et millions d'exemplaires en Chine. Il n'y a pas de criticité sur le sujet, donc on va se sourcer. En revanche, on a fait faire des moteurs sur mesure pour être capable de voler dans le sable, dans le désert, dans des environnements compliqués. Et cela, on a demandé des spécifications sur le moteur. Mais le moteur n'est pas français. Tout le soft est français, donc non, on y arrive. Toi, le géant du drone chinois, là... DJI. Voilà, DJI. Qui commence à avoir des problèmes aux États-Unis d'ailleurs. Tout ce qui est géant chinois a des problèmes aux États-Unis. Il est capable de faire ce que tu fais? Alors si on est rationnel, il est capable de tout faire. Quand ils alignent 5000 ingénieurs en disant on n'a pas de problème de rentabilité... Ils ont 5000 ingénieurs, eux? Ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. T'en as combien, toi? On a 30 ingénieurs à Bordeaux. Ouais, mais ils ont la foi. Oui, enfin, ils ont réussi à déboulonner Parrot, qui était numéro 2 mondial du drone et qui a eu des soucis, donc il faut rester humble. D'ailleurs, on peut poser la question de savoir si on se bat à armes égales, avec des gens comme ça. Mais le jour où ils décident, ils peuvent. Et c'est justement là qu'est le point intéressant sur la vidéosurveillance, c'est que quand on a lancé notre projet il y a 4 ans, on a choisi la vidéosurveillance pour 2 raisons essentielles. La première, c'était qu'on pensait qu'il y avait un vrai marché, c'est-à-dire du chiffre d'affaires à faire, une entreprise industrielle. Et j'ai pas souhaité faire un play technologique que j'allais vendre 5 ans après à Google, Facebook ou autre. J'ai souhaité investir dans une entreprise qui créerait de l'emploi, qui aurait du chiffre d'affaires, des clients. Et donc, on savait que la vidéosurveillance, ce serait un segment qui irait vite dans le monde du drone. Alors vite à l'échelle du drone, On a mis 4 ans pour avoir les premiers clients. On a pensé pertinent notre modèle en le construisant de la sorte, mais il va de soi aussi que si on prend l'échelle de temps et le développement de la société, notre but est de pas de rester une petite société pendant X années. On a l'intention tôt ou tard de s'adosser à un grand groupe qui nous permettra justement de créer très vite DJI si tu voilà, c'est ça. Non. Mais un groupe aéronautique, enfin, un groupe aéronautique, évidemment, un groupe de la sûreté, un groupe technologique. Enfin, on est dans cet environnement. Là, tu me bluffes. Enfin, tout me bluffe dans cette histoire. Non, mais voir il y a 4-5 ans qu'on serait effectivement dans une telle tension économico-géopolitique que si tu choisis de surveiller des installations critiques, tu as toutes les chances de ramasser le morceau parce que tout reste en France. C'est le pari qu'on fait en tout cas et aujourd'hui on a réussi à être dans le top 3, top 4 pour le moment. Bon, c'est rentable Azure Drone? Pas encore? Non, pas encore. Non, bien sûr, on investit très fortement pendant encore 18 mois. Les investisseurs suivent?
Absolument. Ouais, les investisseurs suivent. Maintenant, dans le développement de la vie d'une entreprise, il faut déjà avoir le premier produit, les premiers clients, montrer que ça fonctionne. Ouais. Aujourd'hui, on a passé cette étape-là. Donc l'étape qui vient, dans les 36 mois qui vient, va être une étape vraiment de dérouler beaucoup plus agressif à l'international et de montrer et d'accélération. Donc évidemment, on va se poser la question du financement de l'entreprise et des levées de fonds, et c'est naturel. Merci Jean-Marc. Jean-Marc Crépin, donc fondateur de Azure Drone. Comment un banquier, un vendeur action même, enfin, et vous allez voir, se met à un moment à faire du fromage et nous apprend à mieux consommer. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane. Christophe Chaperon. Christophe Chaperon, vous êtes quoi? Alors, propriétaire, président, je suis repreneur et je suis directeur général de la laiterie Gilbert. Directeur général et repreneur de la laiterie Gilbert. Et il aurait fallu que j'ai une rubrique, mais peut-être j'y penserai, la rubrique parcours en fait. C'est la première franchise. Alors, je ne savais pas que ça n'existait pas. Il n'y a pas de franchise dans la fabrication, parce que vous fabriquez, dans la fabrication et dans la vente de la distribution. Distribution, ouais. Surtout distribution. En tout cas, oui, on est les premiers, donc ça on le restera. Et pour l'instant, effectivement... Comme Marseille, il n'y a jamais les premiers, les gars. Oui, je suis né à Marseille. Voilà, je sentais bien. Et effectivement, pour l'instant, notre modèle semble bien fonctionner. Et on a la chance de continuer à être les seuls à le proposer. Donc voilà. Au moins, ça restera. Après, on verra ce qui se passe en termes de taille. Bon, moi, c'est le parcours qui m'intéresse, Christophe. Le parcours du gars qui est donc dans la banque, dans la finance. Oui. J'ai vu audit. Ouais. Audit, non parce que... C'était une filière assez classique dans les années, fin des années 90-2000, c'était audit, analyse, vente sur les marchés actions européens, voilà. Vous êtes... Alors, le prenez pas mal, hein, oui. Mais je regardais le truc, je dis, le gars il a tout fait quand même, c'est-à-dire, il a fait l'audit des boîtes internet avant l'explosion de la bulle. J'ai fait pire que l'audit, j'ai fait l'analyse et l'introduction en bourse. Des boîtes internet, des dot-com de 99, 98. Ouais, la bulle internet, ouais. Non, mais quand même, et rétrospectivement, on se dit quoi? Rétrospectivement, on se dit qu'en fait, il y a une génération qui est passée d'entrepreneurs dans la tech. Ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est que la génération qui est là actuellement, elle est beaucoup plus massive, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, elle va beaucoup plus loin, plus vite. Mais il y a quand même quelques erreurs de jugement qui en fait avait été qu'on faisait plus dans les années 2000 parce qu'il y avait ce souvenir, il y avait toujours quelqu'un pour dire moi je l'ai connu la bulle internet, j'ai vu quand ça s'appelait. Et là il y a plus vraiment ces gens-là, enfin faut avoir un certain âge pour voilà. Et du coup une des premières erreurs c'est qu'une mauvaise idée, c'est pas parce qu'elle devient sur internet qu'elle devient une bonne idée, c'est que internet c'est qu'un multiplicateur de business. Donc quand on a zéro business, on a beau le multiplier par ce qu'on veut, il va pas en rester grand-chose. Et cette erreur-là qu'on voyait pas trop dans les années fin des années 2000, 2010, on revoit aujourd'hui des boîtes qui clairement on se dit mais c'est quoi la proposition de valeur? Enfin c'est pas parce que tu fais. Tu crois qu'on est en train de recommencer là? Non, un peu. On voit quelques modèles où on se dit celui-là ça sert à rien. Et t'as raison. Et en fait ils trouvent des financements pour la pire des raisons, c'est parce qu'il y a trop d'argent. C'est pas le modèle. Du coup, c'est pas le. Enfin voilà. Donc on recrée ces poches, mais bon, c'est beaucoup moins important. Où à l'époque, il y en avait quand même beaucoup plus. Enfin, il y a peut-être une grande majorité, malheureusement. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup plus de choses sérieuses. Et d'ailleurs, on arrive. Enfin, si on arrive à avoir des licornes, c'est qu'il y a une vraie chose derrière. Voilà. Et puis alors pour que les choses soient claires, on n'est pas du tout dans les valorisations. Donc non. Non, mais en tous les cas, voilà. Moi, c'est ce que je constate, c'est que voilà, il y a une génération en fait qui n'a pas connu. Or dans une explosion de bulles comme ça. Mais toi, quand tu faisais tes audits, que tu mettais les trucs en bourse, en fait, la dynamique était la bonne. Simplement, vous aviez 5 ans d'avance. Avoir raison trop tôt, je crois que c'est Jean-Marie Messier qui a fini par le dire à un moment. Avoir raison trop tôt, c'est quand même avoir tort. Oui. N'empêche que tu penses que le potentiel était là, quoi. Voilà, et c'est pour ça que il pouvait y avoir une sorte de folie de valorisation sur le truc. On va peut-être reparler d'un secteur plus terre à terre, mais c'est clair qu'en 2000, notamment, j'avais écrit à un moment, il y a une technologie qui s'appelait le WAP.
J'ai complètement oublié celle-là. Ouais, donc c'est ce qui existait. C'était pour du téléphone là. Ouais, c'était les premiers téléphones mobiles où on pouvait. Et la blague à l'époque, c'était de dire la technologie fonctionnait, mais ça voulait dire, en fait, c'était Wireless Application Protocol, mais la blague, c'était de dire Where are the phones, parce qu'il n'y avait aucun téléphone avec des écrans à l'époque. Donc voilà. Where are the phones? Mais aujourd'hui, le WAP, en 2010, dire ça à des jeunes aujourd'hui qu'il n'y avait pas de téléphone à écran, voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait. Alors attends, 2006-2007, vendeur action, oui. à l'époque où la SocGen, est-ce qu'il faut le dire à un moment là, aux gens qui... On a été les meilleurs du monde à un moment. La SocGen était la meilleure du monde sur... était leader mondial sur les dérivés. Sur les dérivés. Et sachant qu'il y avait la BNP derrière, donc la France avait 2 banques leaders mondiales dans des activités majeures, et post-crise, post-régulation, et avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on a fait en Europe, le constat c'est que voilà, les places ont été prises par les Américains, c'est peut-être un... C'est-à-dire, tu penses qu'il y a nous, on régulation. Oui. Alors, je veux dire, c'est Baudouin Pro, ancien patron de BNP Paribas, qui me disait, ben voilà, on le fait à la suédoise. Il y a eu un accident de la route, on met toutes les voitures au garage. C'est ce qu'on est en train de faire avec les banques en Europe. C'est ça, c'est un bon résumé. On a fait plus que les mettre au garage, c'est qu'on les a ultra rembourrés et elles peuvent plus avancer, quoi. Ouais, elles peuvent plus avancer. Voilà. Mais bon. Mais en même temps, elles ont avancé trop vite, t'es d'accord, en 2006-2007. Daniel Bouton, à ce moment-là, il est devant le mouvement patronal éthique, jeune patron, plein d'enthousiasme, et il leur dit, je vous assure, hein, il leur dit, mais pourquoi voudriez-vous que j'aille financer des entreprises? Je gagne tellement d'argent sur les marchés. Ça partait en vrille. Ouais. Et en même temps, c'est par cet argent qu'il rachetait des banques de détail. Enfin, il y a, dans l'Europe de l'Est. Est-ce que c'est parce que tu as senti que ça partait en vrille, ou à un moment tu t'es dit, alors bon, il y a eu l'explosion de 2008, SocGen, il y a eu Kerviel, etc. Que tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, c'est plus possible, allez, je vais aller faire du fromage. C'est pas cette conclusion-là. C'était spécialement mon métier qui allait disparaître. En fait, suite à la crise, certains métiers ont disparu, et tout ce qui est les métiers autour du brokerage action ont été ultra régulés, ont disparu, et quand on a la chance... Mais enfin, avec ton parcours, tu aurais pu aller dans le private equity, tu aurais pu aller faire des choses intéressantes sur le financement des entreprises. Enfin bon, sauf que le problème, c'est quand on est toute une génération de gars qui ont les mêmes diplômes, qui ont des très gros salaires, et que le métier disparaît, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc ma réaction était de dire, vaut mieux partir dans les premiers plutôt que d'attendre que la sanction tombe. Ah, génial. Et donc j'avais ça c'était le constat. J'avais cette envie que plein de gens ont. Il y a des journalistes qui ont envie de créer des boîtes, ça existe. Et je voulais créer quelque chose. Donc le constat que mon métier allait mourir, cette envie. Ça, c'est voilà comment on démarre. Et après, il faut ce qu'on appelle l'alignement de planète. Il faut déjà avoir la lucidité de se dire j'ai pas d'idée géniale, j'en aurais jamais. Enfin, je pense que j'en aurais pas, donc je vais faire une reprise. Et là, il faut trouver la boîte, monter le financement, négocier la cession, trouver éventuellement un associé, et le faire à un moment où familialement, les enfants ne seront pas trop perturbés, le revenu du foyer vont pas, enfin, ça permet de l'encaisser. Il a pris un coup le revenu du foyer quand même. Ouais, mais justement. Non, parce que tu as profité en fait d'un plan de départ de la Société Générale. Et oui, c'est ça. Un plan. Voilà, c'est pour ça que je parle d'alignement des planètes, c'est qu'il faut toutes ces conditions, il faut qu'il y ait un timing, et là, on peut y aller. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur une petite boîte en province. Et pourquoi le fromage? Pourquoi la laiterie? Alors je suis pas arrivé par le fromage, je voulais acheter une petite marque locale. En France, quand on cherche, on tombe beaucoup dans l'agroalimentaire. Si on a plus d'argent et plus de chance, on va tomber dans le luxe. Mais donc voilà, donc j'ai trouvé une petite entreprise. Hermès n'était pas à vendre. J'ai racheté la laiterie Gilles. Exactement. Et l'alimentaire, et surtout je voulais quelque chose qui soit donc une marque qui n'ait pas de stratégie internet, et surtout qui n'ait jamais de problématique low cost ou de concurrence. Mais pas de stratégie internet pour lui en donner une, et comme un levier de développement, parce que tu dis je veux plus entendre parler. Non, mais justement parce que je savais que dans tout internet, c'est pas un secteur en tant que tel. Tout métier est impacté par internet et il y a des choses à faire. Oui. Donc faut pas être anti-tech. Moi c'est sûr que quelquefois je rigole quand je vois une licorne qui me dit ouais j'ai 200 employés, je dis moi je peux en créer presque autant et je serai jamais une licorne. Mais j'ai pas être jaloux. Je me dis juste que l'internet doit faire partie ça fait partie de la vie, quoi. Tu produis du fromage? Donc je fais fabriquer de la crèmerie à ma marque. D'accord. Et le fromage là pour le coup il faut l'acheter là où il est. Donc là mon métier c'est d'aller le sourcer et de le revendre. D'accord. Voilà. Mais c'est ça, et c'est du fromage à la découpe que tu vends. Les fromageries, et les fromageries sont installées. Et en fait, on aide des gens. En fait, l'accélération de notre développement depuis quelques années, et l'aspect de franchise, c'est de donner un package clé en main pour que des gens qui sont que des gens en reconversion,
puissent ouvrir leur fromagerie en étant sûrs de réussir. Enfin, c'est un peu péremptoire de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont une vie, qui rêvent d'une vie de restaurateur, de commerce de bouche. C'est finalement pas si simple. Et c'est très facile de se planter, notamment dans le frais, dans l'ultra frais. On comprend pourquoi. Donc là, nous, on leur propose un package qui leur permet de... déjà, on les forme et on les accompagne et on leur permet de réussir leur reconversion. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que depuis 5 ans, le profil des gens qui viennent vers nous et qui s'installent a déjà radicalement changé. C'est-à-dire ? Et c'est très en phase avec la société, je pense. On a commencé par une population très masculine, d'une bonne quarantaine d'années, voire une cinquantaine, donc l'âge où on peut avoir une deuxième vie professionnelle. Absolument. D'un niveau d'éducation bac plus 2, et pas mal de cas qui avaient vécu, qui subissaient un changement de vie par un plan social. Aujourd'hui, ça s'est complètement rééquilibré homme-femme. On a même des projets de couple. Des projets de vie à deux. Plus jeunes ? Ça s'est rajeuni de plus de 10 ans. 15 ans. On est monté sur du bac plus 3, 4, 5. Combien de... combien de magasins Aujourd'hui, 27, donc 5 à nous et 22 en franchise. Et très vite, dans une dizaine de jours, on sera à 28. Et qu'est-ce qui porte, il nous reste une minute, qu'est-ce qui porte cette croissance ? C'est le fait que ce soit ultra processé, et je comprends bien, et c'est très très important que ce soit ultra processé, ou c'est la qualité du produit qui, à un moment... On a la convergence de tout. C'est que notre modèle nous permet d'avoir des produits différenciants et de qualité, de répondre aux besoins du consommateur final qui retourne, et encore plus avec le confinement, vers des commerces de proximité, et des gens en reconversion. Nous, on est au milieu de tout ça. Donc, je dirais, il n'y a plus qu'à prendre les gens, les mettre dans des commerces, et les consommateurs arrivent. Les planètes s'alignent à nouveau. Exactement. Voilà, les planètes s'alignent à nouveau. Christophe Chaperon, donc repreneur de Laiterie Gilbert. Voilà les vraies voix sur Sud Radio. Et nous les amis, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.